Je me souviens encore de ses yeux, fixant le vide du haut de cet arbre tordu, ses petits pieds flottant à 2 mètres du sol. 12 ans, peut-être 13. Une enfant. La pancarte accrochée à son cou proclamait son crime imaginaire. Et la justice pervertie qui lui avait été infligée. 50 hivers avaient passé sur ma peau, et le monde avait pris ma capacité à ressentir quoi que ce soit. Jusqu'à ce jour. Ce fut en contemplant cette petite silhouette que je compris que je n'étais pas encore mort à l'intérieur. Ce que je ne savais pas alors, c'est que cet enfant apache allait me guider vers les profondeurs les plus sombres de l'âme humaine et vers une vérité si monstrueuse que Silver Creek préférait pendre une enfant plutôt que de l'affronter. Le vent du désert soulevait doucement ses longs cheveux noirs, comme une dernière caresse du monde qui l'avait trahi. Je me tenais là, immobile, mon cheval nerveux derrière moi. La scène racontait une histoire terrible. Ses mains liées, ses pieds nus, la pancarte grossièrement peinte proclamant en lettres rouges que l'homme blanc ne pardonnait pas. Jasper McGannon, chasseur de primes depuis 20 ans, témoin de toutes les cruautés possibles, mais jamais celle-ci. Le shérif de la ville voisine m'avait engagé 3 jours plus tôt. Il cherchait une apache fugitive, accusée d'avoir pris la vie du fils du maire de Silver Creek. Une prime généreuse pour une sauvage dangereuse, avait-il dit. Je voyais, maintenant que quelqu'un m'avait devancé, appliquant sa propre justice sommaire. Je coupais la corde, recueillant son petit corps contre ma poitrine. Sa peau était encore tiède. 1 heure, peut-être 2. Je regardais son visage, cherchant la férocité qu'on attribuait à son peuple. Je ne trouvais que les traits délicats d'une enfant et une marque sur sa joue, ancienne, bien avant ce jour funeste. Je l'enveloppais dans ma couverture, creusant la terre dure pendant des heures. La nuit tombait quand je terminais. Aucune prière ne me vint. Aucun mot dans aucune langue ne semblait approprié. Je me contentais de rester debout, silencieux, le chapeau à la main, pendant que les étoiles apparaissaient une à une. Cette nuit-là, assis près du feu, je sortis la fiche de prime. Son visage y était dessiné grossièrement, son nom écrit, en dessous, Ayanna. 15 ans selon le papier, une menteuse de plus. Je regardais les flammes consumer le document, puis le petit médaillon que j'avais trouvé autour de son cou, une pierre bleue enchâssée dans de l'argent terni, le seul bien qu'elle possédait. À l'aube, je sellai mon cheval et pris la direction de Silver Creek. Non plus comme chasseur de primes, mais comme quelque chose que je n'avais pas été depuis longtemps. Un homme avec un but. La justice avait un prix dans ces terres, et quelqu'un allait devoir payer. La ville apparut à l'horizon, clocher blanc au milieu du désert, mirage de civilisation. Les rues étaient larges, les bâtiments plus imposants que dans la plupart des villes frontières. L'argent coulait à Silver Creek, on le sentait dans l'air, dans les vêtements des habitants, dans leurs regards condescendants. Au saloon, personne ne remarqua mon entrée. Le piano jouait, les verres s'entrechoquaient, la fumée formait un voile gris sous le plafond. Je commandai un whisky et écoutais. Les conversations tournaient autour de la sauvage qui avait été capturée. Certains se vantaient d'avoir participé, d'autres regrettaient d'avoir manqué le spectacle. Aucun ne parlait d'une enfant. Dans leur bouche, elle était devenue un monstre, une créature assoiffée de sang, justifiant leur propre sauvagerie. Le barman me dévisagea quand je demandais des détails. Il me dit de parler au shérif si je voulais des informations. Son bureau était au bout de la rue principale. Je terminais mon verre, laissant la brûlure de l'alcool remplacer les mots qui me montaient aux lèvres. Le shérif Wade était un homme corpulent au visage rouge, les doigts ornés de bagues en or. Il ne se leva pas quand j'entrais, se contentant de me fixer par-dessus son bureau encombré. Je lui montrai mon insigne de chasseur de primes. Ses yeux s'illuminèrent, croyant voir un allié. Il me raconta alors leur version. La fille Apache avait travaillé comme domestique chez le maire Spencer, un homme respecté, veuf élevant seul son fils de 18 ans. Une nuit, sans raison apparente, elle avait pris un couteau de cuisine et avait attaqué le garçon dans son sommeil. Le maire l'avait surprise et elle s'était enfuie. Une battue avait été organisée, justice avait été rendue. Une histoire propre, nette, sans question gênante. Je remarquai la tension dans sa voix quand il mentionna le maire, la façon
dont ses yeux évitèrent les miens quand il décrivit comment il l'avait trouvé. Quelque chose sonnait faux, comme une fausse note dans une mélodie familière. Le soleil déclinait quand je me rendis chez le maire Spencer, une maison imposante sur la colline surplombant la ville, symbole de son pouvoir. Les rideaux étaient tirés, la porte gardée par 2 hommes au regard froid. Je me présentais comme un ami du shérif, venu présenter mes condoléances. Le hall était somptueux, décoré de trophées de chasse et de tableaux coûteux. Spencer me reçut dans son bureau, un verre de brandy à la main, un homme grand, mince, aux cheveux grisonnants et au regard calculateur. Il me parla de son fils, de ses projets d'avenir brisés, de la sauvagerie des Apaches. Ses mots étaient mesurés, sa douleur semblait répétée, comme un rôle appris, par cœur. Je remarquai une porte entr'ouverte menant à une autre pièce. À travers l'ouverture, je distinguai un jeune homme allongé, pâle, la gorge bandée. Le fils, toujours vivant. La première fissure dans leur histoire. Spencer suivit mon regard et ferma rapidement la porte. Son fils était gravement blessé, expliqua-t-il, mais les médecins avaient un bon espoir. Je le félicitai pour cette nouvelle, observant la tension dans ses épaules, le tremblement léger de sa main. Il me raccompagna rapidement à la porte, soudain pressé de me voir partir. Cette nuit-là, je me faufilai jusqu'à la demeure du médecin de la ville. Le docteur Carter vivait modestement comparé aux autres notables. Je le trouvai assis sur sa véranda, fumant une pipe, le regard perdu vers les étoiles. Un homme usé, avant l'âge, aux mains tachées et aux yeux tristes. Je me présentais simplement comme quelqu'un cherchant la vérité sur la fille Apache. Il me regarda longuement, puis m'invita à entrer. À l'intérieur, sa femme dormait. Il me servit un verre et parla à voix basse, comme si les murs avaient des oreilles. Il avait soigné le fils Spencer, une entaille profonde à la gorge, mais pas mortelle. Ce qui l'avait troublé, c'étaient les autres marques sur le corps du jeune homme. Des égratignures défensives sur les avant-bras, des bleus sur les poignets. Des marques qui racontaient une autre histoire que celle d'une attaque surprise, dans son sommeil. Le médecin avait aussi examiné la fille, après qu'il l'ait capturée. Il baissa les yeux en évoquant ce souvenir. Une enfant, pas plus de 12 ans, portant des marques anciennes et récentes. Des traces qui parlaient de souffrances répétées. Il avait voulu la garder à sa clinique, prétextant vérifier son état mental. Le shérif avait refusé, l'emmenant directement en cellule. Quand il apprit sa fin, Carter sembla vieillir de 10 ans sous mes yeux. Il n'avait pas eu le courage de parler, de défier les puissants de Silver Creek. Sa lâcheté le rongeait de l'intérieur. Le lendemain, je visitais la réserve Apache la plus proche. Un lieu désolé, où la misère et la dignité coexistaient. Je cherchais des informations sur Ayanna. Une vieille femme me raconta son histoire. Orpheline, après un raid de soldats, recueillie par la tribu, puis vendue comme domestique à la ville. Un arrangement courant, une forme d'esclavage déguisée en opportunité. La vieille femme me confia que d'autres enfants avaient disparu au fil des ans. Certains vendus comme Ayanna, d'autres simplement volatilisés. Les autorités ne s'en souciaient guère. Des sauvages en moins, disait-il. De retour à Silver Creek, je remarquai des détails troublants. Des hommes d'affaires, arrivant par le train de l'Est, logés dans le meilleur hôtel, repartant 2 jours plus tard. Des chariots quittant la ville la nuit, escortés par des hommes armés. Des enfants mexicains et indiens travaillant dans les maisons riches, les regards baissés, les corps tendus. Je suivis discrètement un de ces chariots. Il se dirigea vers un ranch isolé à une journée de la ville. Je m'approchai à la nuit tombée. Le spectacle qui s'offrit à moi figea mon sang. Des baraquements gardés, des silhouettes d'enfants visibles aux fenêtres, des hommes en uniforme montant la garde. Non pas des hors-la-loi, mais des soldats de l'armée américaine. Je reconnus parmi eux le capitaine Mills, responsable du fort voisin. Un homme respecté, décoré pour ses campagnes contre les Apaches. Il supervisait le transfert d'enfants du baraquement vers des carrioles fermées, un commerce de chair humaine, protégé par ceux-là même qui devaient de faire respecter la loi. Je retournai à Silver Creek, l'esprit tourmenté par ce que j'avais vu. Au petit matin, je me rendis chez Madame Rosalie, tenancière du bordel.
locale. Une Française exilée qui connaissait tous les secrets de la ville. Elle me reçut dans son salon privé, une pièce aux tentures rouges et aux meubles élégants. Rosalie me servit un café fort et m'écouta sans m'interrompre. Quand je terminai mon récit, elle soupira profondément. Elle connaissait le réseau, dit-elle. Impossible de vivre ici sans le connaître. Le maire Spencer, le shérif Wade, le capitaine Mills et d'autres notables encore, tous impliqués dans ce commerce infâme. Les enfants étaient recapturés lors de raids présentés comme des opérations militaires légitimes. D'autres étaient achetés à des familles désespérées. Certains, comme Ayanna, travaillaient dans les maisons des riches avant d'être vendus plus loin. Leur destination finale, des maisons closes de San Francisco, des mines du Colorado, des plantations du Sud. Rosalie me révéla que son propre établissement servait de façade pour des réunions. Des hommes riches venaient de loin pour négocier l'achat d'enfants. Elle participait à contre-cœur, craignant pour sa propre vie. Elle me montra un registre caché sous une lame du plancher. Des noms, des dates, des sommes. La preuve de l'innommable. La vérité sur Ayanna émergea peu à peu. Elle n'avait pas attaqué le fils Spencer sans raison. Elle s'était défendue. Le jeune homme, suivant l'exemple de son père, avait tenté d'abuser d'elle une fois de trop. Cette fois, elle avait trouvé un couteau. Sa fuite désespérée l'avait conduite dans les bras de ses bourreaux. Une de mes anciennes connaissances, un télégraphiste du nom de Wilson, confirma une partie de l'histoire. Il avait intercepté des messages codés entre Spencer et des acheteurs de l'Est, un langage apparemment innocent parlant de bétail et de marchandises. Mais le bétail avait des noms, et les prix étaient exorbitants. Le puzzle se complétait, révélant une image monstrueuse. Un réseau d'exploitation d'enfants s'étendant sur plusieurs États, protégé par les plus hautes autorités. Et Silver Creek en était le cœur battant. Ce soir-là, au saloon, un jeune garçon mexicain nettoyait les tables. Ses mouvements étaient mécaniques, son regard vide. Je reconnus ce regard. Celui d'une âme brisée par la cruauté. Je lui glissai discrètement le médaillon d'Ayanna. Ses yeux s'animèrent brièvement, me fixant avec un mélange de peur et d'espoir. Plus tard, il me rejoignit derrière l'établissement. Sa voix était à peine audible quand il me parla des chambres sous la banque, des enfants qui arrivaient la nuit, de ceux qui partaient et ne revenaient jamais. Il connaissait Ayanna. Elle avait tenté de les aider, de les organiser. Elle était leur lumière dans les ténèbres. Le maire Spencer l'avait remarqué pour sa beauté et son esprit indomptable. Il l'avait choisie pour sa maison, puis pour son fils. Quand elle s'était rebellée, il l'avait utilisée comme exemple. Un message pour les autres enfants, pour qu'ils comprennent le prix de la désobéissance. Le garçon me conduisit à une petite cabane abandonnée à la lisière de la ville. D'autres enfants s'y cachaient, ayant fui leur maître, après avoir appris le sort d'Ayanna. Ils avaient peur, mais la colère brillait dans leurs yeux. Ils voulaient justice, mais ne savaient comment l'obtenir dans un monde qui les considérait comme moins que des animaux. Je compris alors que je ne pouvais affronter ce mal seul. Je retournai voir le docteur Carter, lui exposant l'ampleur de la situation. Sa honte se transforma en détermination. Il me promit son aide, et celle de quelques autres, des hommes et des femmes qui avaient fermé les yeux trop longtemps. Wilson, le télégraphiste, accepta d'envoyer des messages aux autorités fédérales et aux journaux de l'Est. Rosalie nous offrit son établissement comme lieu de rencontre, sous couvert de divertissement. Nous formions un groupe hétéroclite, unis par la volonté de mettre fin à cette abomination. Notre premier acte fut de documenter. Carter examina les enfants cachés, consignant chaque blessure, chaque témoignage. Wilson copia chaque message codé. Je dessinais des plans des différents lieux, notant les gardes, les horaires, les faiblesses. Pendant ce temps, je me rapprochais du fils Spencer, toujours convalescent. Me faisant passer pour un ami de la famille, je gagnais sa confiance. Le jeune homme était tourmenté, non par les remords, mais par la peur. Il craignait que son père ne le considère comme faible pour s'être laissé blesser par une sauvage. Il me confia,
dans un moment de vulnérabilité, que ce n'était pas la première fois que son père lui offrait une jeune fille pour, disait-il, devenir un homme. Le maire lui-même semblait de plus en plus nerveux. Des rumeurs circulaient en ville, des regards suspicieux se posaient sur lui. Le fragile équilibre de silence et de complicité commençait à se fissurer. Une nuit, le shérif Wade me convoqua dans son bureau. Ses yeux étaient injectés de sang, une bouteille de whisky à moitié vide sur son bureau. Il savait que je posais des questions, dit-il, des questions dangereuses. Il me conseilla vivement de quitter la ville avant le lever du jour. Je lui demandai simplement comment il vivait avec lui-même, sachant ce qui arrivait à ses enfants. Son visage se décomposa, le masque de l'autorité cédant à celui du désespoir. Il était pris au piège, expliqua-t-il. Au début, il avait juste fermé les yeux sur quelques irrégularités, puis il avait accepté de l'argent pour son silence. Maintenant, il était trop impliqué pour s'en sortir. Je lui offris une chance de rédemption, son témoignage contre les autres. Une opportunité de faire ce qui était juste, peut-être, pour la première fois de sa vie. Il me fixa longuement, puis sortit un papier de son tiroir. La liste complète des hommes impliqués, leur rôle, leurs crimes, sa confession, signée de sa main. À l'aube, nous le trouvâmes dans sa cellule, parti rejoindre ses victimes. Le choix ultime d'un homme acculé par sa propre conscience. Le document du shérif devint notre arme. Je le confiai à Wilson pour qu'il l'envoie aux marshals fédéraux et aux journaux. Puis, nous passâmes à l'action. Carter organisa l'évacuation des enfants cachés vers la réserve Apache, où la vieille femme avait promis de les accueillir. Rosalie utilisa ses relations pour obtenir des informations sur le prochain transfert d'enfants. Un convoi devait quitter le ranch dans 2 jours, transportant une vingtaine de jeunes vers le nord. Nous décidâmes de l'intercepter. Cette nuit-là, je me rendis chez le maire Spencer. Les gardes avaient été rappelés au ranch pour sécuriser le transfert à venir. Je le trouvai dans son bureau comptant des liasses de billets. Il ne sembla pas surpris de me voir. Peut-être attendait-il ma visite depuis le début. Je posai le médaillon d'Ayana sur son bureau. Son regard passa de l'objet à mon visage, comprenant enfin qui j'étais réellement. Il tenta de négocier, m'offrant de l'argent, une place dans son organisation. Quand il comprit que je ne céderais pas, il changea de tactique, affirmant que ce commerce existait avant lui et continuerait après. Je lui montrai la confession du shérif. Son visage perdit toute couleur. Il tenta de saisir son arme, mais je fus plus rapide. Non pas pour lui ôter la vie, mais pour l'immobiliser. Il passerait en jugement, exposé aux yeux du monde. Une fin plus cruelle pour un homme comme lui que la douce libération de la mort. Le lendemain, nos informations furent publiées dans le journal local, grâce au courage d'un jeune imprimeur. La ville se réveilla dans la stupeur. Certains refusèrent de croire, d'autres feignirent l'ignorance. Mais beaucoup, trop longtemps silencieux, trouvèrent enfin leur voie. Le convoi fut intercepté comme prévu. Non par nous seuls, mais par un groupe hétéroclite de citoyens, de travailleurs mexicains et d'Apaches temporairement alliés pour cette cause. Le capitaine Mills et ses hommes furent capturés sans effusion de sang, leur autorité s'évaporant face au nombre et à la détermination de leurs opposants. Les enfants libérés portaient sur leur corps et dans leurs âmes les cicatrices de l'indicible. Mais dans leurs yeux brillait quelque chose de nouveau, une étincelle que je reconnus pour l'avoir vue une dernière fois dans le regard d'Ayana. L'espoir. Fragile, mais indestructible. Les marshals fédéraux arrivèrent une semaine plus tard. Les preuves étaient accablantes, les témoignages nombreux. Le réseau s'effondra comme un château de cartes. Des arrestations eurent lieu dans plusieurs États, remontant la chaîne jusqu'à des hommes aux noms prestigieux, aux fortunes immenses, aux relations politiques au plus haut niveau. Silver Creek ne serait plus jamais la même. Certains habitants partirent, incapables de vivre avec la vérité. D'autres restèrent pour reconstruire, pour expier. La ville porta longtemps la marque de sa honte, comme une cicatrice visible sur son âme collective. Quant à moi, je retournai à l'endroit où tout avait commencé. L'arbre tordu, où Ayana avait rendu son dernier souffle. J'y plantai le médaillon à la pierre bleue, marquant l'endroit où une enfant avait montré plus de courage que tous les hommes armés de la région.
20 ans ont passé depuis ces événements. Mes cheveux ont blanchi, mes pas sont plus lents. Je vis maintenant à la lisière de la réserve Apache, dans une cabane simple face aux montagnes. Chaque matin, je regarde le soleil se lever sur un monde qui, malgré tout, continue de tourner. Les enfants que nous avons sauvés ont grandi. Certains sont retournés vers leur peuple, d'autres ont trouvé leur place ailleurs. Je reçois parfois des lettres, des nouvelles de vie reconstruite. Une jeune femme mexicaine est devenue médecin, inspirée par le docteur Carter. Un garçon Apache enseigne maintenant l'histoire de son peuple dans une école de l'Est. Silver Creek existe toujours, mais sous un autre nom. La ville a été reconstruite, littéralement et métaphoriquement. Le vieil arbre a été préservé, transformé en mémorial. Le médaillon est toujours là, encaissé dans l'écorce qui a poussé autour, comme si l'arbre lui-même voulait protéger ce souvenir. Je pense souvent à Ayanna, non pas comme je l'ai trouvée ce jour-là, mais comme elle aurait pu être. Une femme forte, peut-être mère, peut-être guerrière. Je me demande quelle vie elle aurait choisie, quels rêves elle aurait poursuivis. Ces questions sans réponse me hantent encore. Mais son sacrifice n'a pas été vain. Son courage a déclenché une réaction en chaîne qui a sauvé des centaines d'autres enfants. Sa mémoire vit dans chaque vie qu'elle a touchée, dans chaque injustice combattue en son nom. Je ne suis plus chasseur de primes depuis longtemps. Ma dernière prime fut la vérité elle-même, la plus difficile à capturer, la plus précieuse à conserver. Je consacre mes dernières années à documenter ces histoires, pour que jamais elles ne soient oubliées ou répétées. Les cicatrices demeurent, sur les corps et dans les âmes, mais ce sont des cicatrices de guérison, non plus des blessures ouvertes. Elles nous rappellent notre fragilité et notre force, notre capacité à infliger la souffrance et à la surmonter. Le crépuscule approche, tant pour la journée que pour ma vie. Je contemple les ombres qui s'allongent sur la terre rouge. Dans ces moments entre chien et loup, je crois parfois apercevoir une petite silhouette près de l'horizon, ses longs cheveux noirs dansant dans le vent du désert. Elle ne me regarde jamais, ses yeux fixés vers l'avenir, vers un monde meilleur que celui qu'elle a connu. Et dans ces moments, je sais que même les ténèbres les plus profondes ne peuvent éteindre certaines lumières, que la justice, même tardive, même imparfaite, est un phare dans la nuit de notre humanité commune. Que notre valeur se mesure, non pas à notre capacité à infliger la souffrance, mais à notre volonté de l'arrêter. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. C'est gratuit, et je vous promets d'autres révélations qui ébranleront vos certitudes.